Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne La thérapie Andalusia pour vaincre l'autisme. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui nous suivent depuis le début pour le retard qu'a pris la publication de cet enregistrement. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi il y a des bébés qui ont été surexposés aux écrans pendant l'âge du développement psychomoteur et qui ne sont pas devenus autistes. Pour bien répondre à cette question, il va nous falloir passer par quelques explications et données scientifiques pour mieux justifier la réponse, tout en essayant de simplifier les choses au maximum pour que la majorité de nos auditeurs puissent comprendre la thérapie d'une manière simplifiée. Et j'aimerais inviter les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne d'écouter les anciens enregistrements sur la maternité et l'appel aux médecins. Les sources d'informations seront indiquées dans la boîte de description. Je vous invite vivement à vérifier la pertinence et la fiabilité de toutes les données que vous allez écouter sur cet enregistrement. Commençons par la naissance. Quand un bébé naît, il dispose de 100 milliards de neurones, mais les connexions entre eux sont encore très rares, un peu comme s'il existait des millions de personnes possédant chacune des milliers de téléphones, mais que ces téléphones ne sont pas encore connectés entre eux. Ces neurones constituent un tissu grisâtre organique qui couvre les deux hémisphères du cerveau et qu'on appelle le cortex cérébral. Le cerveau d'un nouveau-né possède plus de neurones qu'un adulte. Il a donc déjà tout le matériel neurologique dont il a besoin pour sa vie et même davantage. Au début, les neurones sont comme des jeunes plants. Puis, des racines poussent pour recevoir les messages des autres neurones. Et le tronc déploie des branches pour envoyer des messages à d'autres neurones. Le point de jonction entre les deux neurones s'appelle une synapse. Sur la vidéo, vous allez voir un schéma qui décrit la structure d'une cellule nerveuse ou ce qu'on appelle neurone. Chaque neurone peut porter sur ses branches jusqu'à 15 000 synapses. Afin que celles-ci trouvent de la place, d'autres branches poussent pour augmenter la surface disponible. Le nombre des synapses augmente à la cadence époustouflante de 2 millions par seconde. L'établissement de toutes les connexions exige beaucoup d'énergie. C'est pourquoi les bébés dorment et doivent dormir autant. On arrive à l'âge du développement psychomoteur. Pendant la première année et au cours de la deuxième, des circuits neuronaux constitués de millions de neurones avec des millions de branches et leurs synapses continuent à se développer comme une forêt qui devient rapidement de plus en plus dense. Tout ce que notre bébé voit, entend, sent, goûte ou touche se traduit par une activité électrique dans son cerveau, d'où le poids qui double pendant les 3 premières années. Cette augmentation est presque entièrement due à la prolifération des synapses. Quand le tronc d'un neurone est fréquemment activé par une expérience répétée, il s'enrobe d'une substance blanche appelée myéline. L'examen de cette substance nous permet de définir l'ordre dans lequel les différents lobes constituant le cerveau arrivent à maturité. En d'autres termes, des neurones myélinisés, ce sont des neurones qui ont été programmés, avec un langage plus facile. Le cortex cérébral est donc constitué de 4 lobes. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Cette carte est identique chez tout le monde et peut se présenter en miroir pour les personnes gauchères, mais elle reste la même quand la myélinisation du cerveau se passe d'une manière normale. Le lobe frontal est relié au système limbique qui gère les émotions et il a une incidence sur la mémoire et d'autres fonctions cognitives telles que l'attention ainsi que les fonctions motrices. Le lobe pariétal joue un rôle important dans l'intégration des informations issues des différentes modalités sensorielles, telles que la vision et l'audition et le toucher, etc. Cette région du cerveau est normalement impliquée dans la perception de l'espace et dans l'attention. Le lobe occipital est le centre visuel. Il permet la reconnaissance des orientations et des contours des images. Le cortex consacré à l'analyse visuelle se prolonge jusqu'aux lobes pariétaux et temporaux. Le lobe temporal est impliqué dans la mémoire, dans l'audition et dans le vécu émotionnel. Comment alors le cortex cérébral est myélinisé? Il faut savoir que la première source d'information et d'expérience est la clé qui va activer les 5 sens du bébé et la maman. Elle est avant tout le représentant de l'environnement pour le bébé.
Elle tient lieu du moi externe selon Dr René Spitz. Le fait qu'il soit constamment en contact avec la maman et dans ses bras lui permet d'enregistrer un nombre considérable de données. Le bébé sent l'odeur de sa maman, goûte son lait, touche son visage, son sein, regarde ses formes, touche la bouche, touche la langue qui est humide, le front est dur, les joues sont douces, les bisous, les câlins, il découvre plein de sensations avec sa maman. Après cette première installation, le bébé commence en deuxième lieu à enregistrer des données le concernant lui-même. Il commence à découvrir son corps, puis à un stade plus avancé, il commence à enregistrer des données à partir de son entourage, puis il découvre le monde. Sur l'enregistrement sur la maternité, nous avons parlé des réflexes archaïques du nouveau-né ou ce qu'on appelle les mouvements primaires. On va faire un petit rappel. Jusqu'à la naissance, la maturation du système nerveux central demeure inachevée. Tous les gestes d'un nouveau-né émanent du tronc cérébral qui est responsable du pilotage des fonctions automatiques, telles que la respiration, la modulation du rythme cardiaque, et il est responsable également sur ces mouvements involontaires et réflexes archaïques, qui sont des mouvements automatiques involontaires qui apparaissent pendant la vie fœtale et lui permettent de survivre après la naissance et d'attirer l'attention de sa maman à ses besoins. On en cite la succion du sein, les pleurs pour exprimer ce qu'un nouveau-né ne peut pas exprimer par le langage, tel que la faim, la fatigue, l'angoisse, le sommeil, etc. Le sourire aux anges, la marche sur la pointe des pieds, les mouvements des mains, entre parenthèses le flapping, et d'autres réflexes bien sûr que vous pouvez trouver sur Internet. La myélinisation se propagera dans le cortex cérébral qui à son tour assurera l'intégration progressive de ces réflexes primaires. Et donc le bébé commence à avoir un contrôle volontaire de ses mouvements. La persistance de ces réflexes au-delà de 18 mois peut être le signe d'un trouble de développement. Revient sur les et c'est de cela qu'on va trouver que l'enfant a gardé une bonne partie de ses réflexes primaires. À ces réflexes sont rajoutés les symptômes d'une privation maternelle. Bien sûr, comme on avait déjà expliqué et qu'on va aussi réexpliquer dans cet enregistrement, la privation maternelle est due à la surexposition aux écrans. Alors, pourquoi l'enfant autiste garde ses mouvements involontaires? Il continue à flapper, à rire ou crier d'une façon inappropriée, marcher sur la pointe des pieds, tourner autour de lui-même, se balancer et il a une hypotonie musculaire dans quelques cas. Parce que tout simplement, le bébé a raté la période du pic de la production des synapses, vu le peu d'expérience vécue pendant l'âge du développement psychomoteur. Le temps passé devant les écrans a absorbé tout l'effort de son cerveau dans une programmation inappropriée et anormale pour son âge. Un bébé addict aux écrans, tout ce qu'il fait pendant des heures et des heures de sa journée, c'est de regarder des écrans, des images, des vidéos et écouter des sons que lui ne peut pas assimiler. Nous les adultes, quand on regarde un film à la télévision, nous avons une base de données préexistante qui fait qu'on comprend parfaitement ce qu'on regarde. Par contre, un bébé de 3 mois, quand il regarde une pomme, il ne sait pas de quoi il s'agit. Une pomme sur un iPad est une image qui n'a aucun sens par rapport à une vraie pomme entre les mains d'un bébé. Il peut la regarder, la sentir, la toucher et la goûter. On se trompe quand on croit qu'on leur apprend des choses. À travers des écrans, ils apprennent comme des robots à dire des mots pour chaque image sans aucune compréhension, aucun bagage. On les prive en croyant qu'on les gâte. Selon l'expérience d'Erima avec les enfants, les mamans reconnaissent que les bébés passent entre 4 et 15 heures par jour en face d'un écran. Sachez qu'il est très difficile de faire reconnaître à une maman une information comme ça. Ce qui fait que beaucoup de spécialistes ne sont pas informés pendant le diagnostic de la surexposition de ces enfants aux écrans à l'âge du développement psychomoteur, c'est-à-dire 0 et 24 mois. Avant l'âge de 18 mois, quelques bébés peuvent avoir une apparence tout à fait normale, communiquer avec quelques mots, jouer, partager, répondre à leur prénom. Puis un changement radical survient à l'âge de 18 mois ou bien entre 18 et 24 mois. Pourquoi? Donc après cette période de myélinisation avec toutes les informations que le cerveau a enregistrées,
entre 0 et 18 mois, il est temps de faire un tri. L'enfant vit son premier élagage synaptique, qui consiste à ce que les connexions les plus utilisées vont se renforcer et celles les moins utilisées vont disparaître. Il ne conserve pas les meilleurs, mais les plus fréquents. D'où l'enfant addict aux écrans va garder surtout les zones inappropriées telles que celles responsables sur sa capacité d'entrer en transe dans un monde parallèle où l'enfant ne réagit pas à son prénom et il est difficile d'attirer son attention. Le docteur Bonnie McMillan, diplômé en psychologie de l'éducation, parle dans son livre Pourquoi les garçons sont différents de l'élagage synaptique comme étant un processus naturel de l'évolution de l'enfant à ne pas craindre et que les synapses qui vont être éliminées sont considérées comme inutiles par le cerveau. 20 milliards de synapses disparaissent en moyenne chaque jour. L'élagage synaptique est une grande opportunité pour les enfants qui vont garder le côté positif de leur apprentissage et une grande vulnérabilité chez l'enfant autiste parce que lui, son cerveau va préconiser les zones inappropriées selon la fréquence de l'exposition aux écrans et supprimer les synapses de la communication qui ont été le moins utilisées et pas assez renforcées par les expériences. Heureusement que l'élagage synaptique à cet âge n'est pas unique et il arrive plusieurs fois durant la vie humaine. Donc si on arrive à arrêter complètement la stimulation des zones qu'ont créées et qu'ont programmé les écrans dans le cerveau du bébé, d'une manière définitive, ils vont s'affaiblir, voire disparaître pendant l'élagage synaptique qui va venir par la suite. Non seulement cela, les vieilles zones que l'élagage synaptique précédent avait affaiblies vont se réactiver chez l'enfant autiste avec le travail du programme Andalusia. Le cerveau va garder ce qu'on cherche à réactiver, comme l'attachement, les sens, l'imitation et les gestes volontaires. J'aimerais s'il vous plaît que vous regardiez la vidéo de Céline Alvarez. Vous trouverez son lien dans la boîte de description avec une bonne schématisation de tout ce qu'on vient de dire sur la création des synapses et sur l'élagage synaptique. Vous allez aussi trouver un lien pour le magazine Science et Avenir d'un article qui parle d'une équipe de neuroscientifiques du Centre médical de l'Université de Columbia qui a découvert la présence d'un excès de synapses chez l'enfant autiste. Cela rejoint notre thérapie parce que effectivement, les synapses que les neuroscientifiques ont découvert, ce sont des zones activées par les écrans qui n'ont pas été supprimées pendant le premier élagage synaptique qu'a connu le bébé à ses 18 mois. Mary Wen, dans son livre The Plug-in Drag, met les enfants addicts aux écrans dans la case des bébés qui vivent une privation maternelle parce que les écrans les volent de leur mère. Je vous donne un exemple. Par exemple, on prend deux bébés. Le premier, face à un écran, il est sage comme une image, ne pleure pas, ne cherche la présence de personne. Un enfant qui est en train de jouer, il va s'ennuyer, il va pleurer pour appeler sa maman, il va avoir droit à de la communication, il va avoir droit à des câlins, à des bisous pour le rassurer, etc. Avec le temps, de jour en jour, le bébé addict aux écrans commence à préférer être seul devant son écran, refuse qu'on le porte, ne mange que devant un écran et même quand il est dehors, les parents sont accompagnés obligatoirement d'un écran pour lui donner, pour qu'il soit calme et ne crie pas et ne pleure pas et ne les dérange pas. Le pire, c'est que même quand il est dans leurs bras, dans les bras du papa ou de la maman, il est avec un écran à la main, donc avec un cerveau complètement ailleurs. Il ne peut profiter nullement de ce contact avec ses parents. Malheureusement, on trouve des parents qui sont tout fiers de voir leur bébé manipuler un iPad ou un téléphone comme un adulte. Ils ne savent pas malheureusement que le monde virtuel prend toute son attention et le prive de vivre l'attachement, qui est le moyen crucial qui permet à un enfant d'avoir une vie affective normale. Et non uniquement l'enfant qui est privé de cette vie affective, la maman aussi, en voyant son enfant absorbé par l'écran et préfère être seule que dans ses bras, commence à déprimer et vivre et connaître une baisse de l'hormone de l'ocytocine. C'est un autre sujet qu'on pourra aborder plus tard dans un autre enregistrement pour parler de la dépression de la maman d'un enfant autiste. Le docteur Thomas Berry Brazelton
a piloté une expérience sur une dizaine de bébés qu'on avait exposés à des bruits et des lumières similaires à ceux de la télévision dans une chambre sombre, où on observait leurs réactions, leur rythme cardiaque et leur respiration. Après une dizaine de fois, les bébés avaient tous sur l'électroencéphalogramme des états de sommeil, c'est-à-dire que les bébés ont la capacité de rentrer dans un état d'hypnose où ils sont semi-conscients pour s'échapper à ces bruits et à ces lumières qui les dérangent. Ils sont présents uniquement par leur corps. Cela est appelé la télévision trans. Cette télévision trans est exactement ce qu'on dit avec d'autres termes dans le jargon de l'autisme, la bulle. Quand on dit un enfant est dans sa bulle, c'est un enfant qui est en transe, c'est-à-dire qu'il est inconscient ou semi-conscient de son entourage. On trouve également dans le livre de Mary-Wen de Plugindrag une partie où elle parle de témoignages des parents des enfants addicts à la télévision qui décrivent comment les expressions faciales de leur enfant changent pendant que ces derniers regardent la télé. Les yeux cristallisés, la bouche bée, un relâchement des muscles du visage, et les a appelés dans son livre Television Zombie ou les morts vivants de la télévision. Je vous invite vivement à lire ce livre pour comprendre à quel point la programmation du cerveau du bébé pendant l'âge du développement psychomoteur a été affectée par la surexposition aux écrans. Et c'est de la fréquence de l'exposition aux écrans que va dépendre le degré d'autisme plus tard. Les enfants qui ont été surexposés aux écrans et qui ne sont pas devenus autistes ont eu la chance pendant l'élagage synaptique et leur cerveau a préconisé des zones positives, c'est-à-dire le côté positif de leur apprentissage et de leur expérience pendant l'âge du développement psychomoteur, tout simplement. Mais cela n'empêche que beaucoup d'entre eux ont des problèmes d'attention, d'hyperactivité, dyslexie, dyspraxie et d'autres maladies modernes que dernièrement on entend parler d'une manière très très fréquente. J'aimerais rappeler que le cerveau d'un enfant autiste est un cerveau tout à fait normal. Il a été malheureusement mal programmé et programmé d'une manière inappropriée pour leur âge. Ils ont vécu une privation maternelle malgré la présence de leur mère. Ils ont vécu très peu d'expérience dans la découverte du monde. Pour cette raison qu'il y a des scientifiques qui parlent d'une carte différente du cerveau de l'enfant autiste par rapport à un enfant normal. Sur la base de ces informations, Rima Andalusia s'est basée pour concevoir sa thérapie qui a pu sauver des centaines et des centaines d'enfants autistes dans le monde arabe. Elle désire la publier gratuitement pour qu'un maximum d'enfants autistes puissent en profiter dans le monde entier. La thérapie est constituée de 6 phases. La première en constitue le pilier parce que pendant la première phase, l'enfant redécouvre ses sens et s'attache à sa maman. Merci infiniment pour votre écoute et votre concentration et merci Rima pour tout ce que vous avez fait pour ces enfants. Rendez-vous au prochain enregistrement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook La Thérapie Andalusia pour anéantir l'autisme. À bientôt.